Le litre de samplon 98 qui frise les 2 €, le kilo de pâtes à plus d'1 €, ou bien le paquet de cigarettes Marlboro à 10,50 €. En novembre 2021, l'inflation s'établissait à 2,8% en moyenne en France, un chiffre jamais atteint depuis 2008. En plus de cette augmentation globale, certains secteurs comme l'énergie ont décollé, plus 12,6% pour le gaz le 1er octobre 2021. Je pense qu'on est parti pour une période longue d'inflation à un niveau qu'on n'a plus connu depuis longtemps, mais il faut relativiser les choses, c'est-à-dire si on est à 3 ou 4% d'inflation en 2022, les plus anciens d'entre nous, je ne sais pas quel âge vous avez, cher Nicolas, se souviennent quand même qu'on a connu 10-15% d'inflation. J'ai cet âge-là. Mais qu'est-ce que l'inflation ? C'est une augmentation globale des prix. En clair, avec la même quantité d'argent, on achète moins de biens et de services. L'inflation peut être due à une augmentation des coûts de production, par exemple. Pour comprendre la hausse des prix aujourd'hui, il faut faire un petit bond en arrière. L'inflation, qui était forte dans les années 70, dans la foulée des chocs pétroliers, a énormément décéléré depuis les années 90. C'est le début de la grande phase de mondialisation. Résultat, les entreprises commencent à s'installer à l'étranger. En 1975, l'inflation était de 11,8%, jusqu'à atteindre 13,4% en 1981. Depuis, elle ne cesse de décroître pour s'établir entre 0 et 2% par an. La raison ? Les entreprises ont délocalisé leur production en Asie et en Afrique. Là-bas, les faibles coûts de production leur permettaient de proposer des prix très compétitifs. Il n'y avait alors quasiment plus d'inflation. Mais alors, que s'est-il passé en 2021 pour que l'inflation décolle à nouveau ? Alors si l'inflation a autant progressé, c'est un effet secondaire de la pandémie qu'on est en train de traverser depuis 2 ans, parce que l'offre a été et est toujours contrainte, tandis que la demande est, elle, repartie très vite. On va peut-être prendre un exemple, l'exemple de l'énergie. Si on regarde les prix, donc le prix du gaz a augmenté de 41%, celui des carburants de 21% et celui de l'électricité de 3%. Pourquoi le gaz a augmenté ? En fait, la pandémie a fait baisser l'activité des centrales à gaz. Au moment de la reprise, la demande a été supérieure à l'offre de gaz, ce qui a fait gonfler les prix. Le prix de l'électricité est lié à celui du gaz, l'électricité a augmenté aussi. Et pour les carburants, c'est pareil, c'est parce que l'offre de pétrole a été contrainte pendant la pandémie, tandis que la demande est restée très élevée, ce qui a fait gonfler les prix du pétrole et donc du carburant. Habituellement, la France n'intervient pas sur les marchés. Elle laisse l'offre et la demande se réguler. Mais pour l'électricité, le gouvernement a annoncé limiter de 4% la montée des prix pour le consommateur. Un geste nécessaire pour l'exécutif afin de préserver le pouvoir d'achat des Français. Sans cette intervention, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, estime que la facture aurait augmenté de 38 à 40% en février. Ouais. Il y a la baisse de la fiscalité, il faut une autre solution pour garantir aux Français que, à la fin du mois de janvier, leur facture d'électricité n'augmentera pas, ni pour les ménages, ni, je le redis, parce que c'est très important, pour les entreprises, en particulier les grandes entreprises industrielles. Mais en plus de l'intervention directe de l'État, comment les Français peuvent-ils se protéger de l'inflation ? Nous sommes allés chercher des éléments de compréhension dans le passé avec Patrice Bobo, professeur en histoire économique à l'université Paris-Ouest Nanterre. Il s'est passé 2 choses. Première chose, c'est des négociations très importantes menées par des syndicats qui étaient beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui d'ailleurs, autour justement des normes d'évolution des salaires par rapport au prix. Un deuxième élément de protection, c'est la pression qui est faite par un certain nombre de groupements de producteurs de manière à obtenir l'autorisation d'augmenter leur prix. Donc les gens apprennent à jouer avec le calendrier de la hausse des prix. Aujourd'hui, l'État intervient beaucoup moins, il intervient principalement à travers les taxes qu'il prélève sur un certain nombre de produits. Et ces taxes jouent un rôle important dans le prix de certains produits. C'est en particulier le cas des produits pétroliers, mais sur la plupart des autres produits, les prix sont désormais libres. Le pari qui avait été fait, c'est que les agents économiques sont rationnels et donc ils iraient de préférence se fournir auprès des entreprises, des vendeurs, des commerçants qui augmentaient le moins leur prix. Voilà. Et effectivement, ça fonctionne. On voit bien le succès, par exemple, de tous ces sites internet qui permettent d'acquérir des biens ou des services à des tarifs plus faibles, voire défiant toute concurrence. D'ailleurs, il y a une étude aux États-Unis cette année qui est sortie et qui montre que les gens qui achètent sur internet ont moins subi l'inflation que les gens qui achètent dans des commerces physiques.
Ce qui pose d'autres problèmes, évidemment. Une inflation de 2,8%, c'est plus fort que ce qu'on a connu, mais on n'est pas encore dans une hyper-inflation. Par exemple, aux États-Unis, elle est beaucoup plus forte, elle est de 7%. Elle n'est pas encore hors de contrôle, on n'est pas entré dans une spirale inflationniste. Cela dit, les ménages vont quand même subir une perte de pouvoir d'achat, même si le gouvernement a mis en place des mesures. Selon les prévisions de l'INSEE, là, au premier trimestre 2022, le pouvoir d'achat devrait baisser de 1%, alors que l'année dernière, il augmentait encore, il a progressé de 1,8% en 2021. Un pouvoir d'achat toujours incertain en pleine pandémie. Si la crise du coronavirus se poursuit, le prix de certaines matières premières continuera à fluctuer, alors l'inflation augmentera avec de grands écarts d'un semestre à l'autre.